Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, ce nouveau webinaire si vous le suivez en direct effectivement, puisque comme chaque semaine, donc cette séance est enregistrée, elle aura vocation à devenir une vidéo de formation sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Alors exactement comme jeudi dernier, comme la semaine dernière, en réalité, il va s'agir avant tout d'une synthèse des vidéos de formation qui sont un petit peu en lien avec le sujet de ce soir, à savoir les erreurs à éviter. Alors ça peut difficilement être complet comme sujet, c'est extrêmement complexe de parler des erreurs à éviter, c'est toujours un commentaire très facile à réaliser par écrit et a posteriori, de commenter les erreurs en trading. On va quand même essayer de voir les 7-8 plus fréquentes sur lesquelles autant que possible s'attarder. Encore une fois, ça peut pas être complet à 100%. Il y a toujours des erreurs qui seront d'ordre psychologique et c'est la majeure partie de ce problème en trading. Donc là, il y a toute une vidéo, même plusieurs vidéos de formation en réalité que je vais remontrer rapidement au niveau de l'accès sur notre chaîne YouTube, un petit peu comme en guise d'introduction la semaine dernière. Donc on va surtout voir, je dirais, dans les grands axes, les 7-8 problèmes majeurs un petit peu sur lesquels je dirais travailler, mais c'est un travail sans fin en réalité, et ça on le voit, on le lit assez bien d'ailleurs dans la littérature boursière, sur des traders qui ont 30, 40, 50 ans de métier, qui rédigent des livres et qui disent que justement ils n'ont jamais terminé, jamais fini de travailler sur ces différents problèmes-là. En tout cas, on commence tout d'abord avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc ça va être en quelque sorte cette synthèse, une sorte de diagnostic plus qu'une série de recommandations pour essayer de les résoudre. Alors on voit un petit peu, même carrément la plupart de ces enjeux-là au jour le jour en séance de live trading, que ce soit celle de Khalil ou les miennes, mais on va, je dirais de manière un petit peu empirique, par expérience, voir justement ce qui est le plus fréquent et les éléments sur lesquels travailler. Avant cela, donc je rappelle simplement que en guise de synthèse, comme pour la précédente vidéo de formation, qui est venue un petit peu synthétiser la playlist dédiée justement sur notre espace YouTube à Xstation 5. Ici, on va voir un petit peu en guise de synthèse la fin du programme de formation au trading, les 41 vidéos, et en particulier les vidéos dites dans le bloc d'experts, c'est-à-dire celles qui justement reviennent sur la psychologie, sur les erreurs à éviter autant que possible, ou du moins, pour le dire correctement, les axes sur lesquels éternellement travailler dans sa vie de trader, et en parallèle les vidéos liées au money management. Alors, c'est vrai que contrairement un petit peu aux précédentes vidéos de formation, on va surtout être sur PowerPoint ce soir et tout au long de cette présentation, et très peu sur Xstation parce qu'il n'y a pas proprement parler de tracé technique ou de présentation par exemple du ticket d'ordre. C'est avant tout des grands sujets, des grandes choses sur lesquelles il faut chercher à travailler, et donc rien ne vaut le format écrit à ce niveau-là. Je veux dire, Xstation ne serait pas vraiment d'un grand secours, peut-être à la toute fin, à la limite, quand je vais parler un petit peu de stop loss ou de risk reward pour voir un petit peu la calculatrice intégrée au ticket d'ordre d'Xstation 5, mais là aussi, ce sont des points largement évoqués, largement abordés à l'occasion des précédentes vidéos. La première, alors elles ne sont pas classées par ordre d'importance, elles sont tout simplement rangées telles que j'ai pensé, je dirais, développer cette vidéo, cette présentation, mais il n'y a pas vraiment un ordre à respecter. C'est vraiment 7 à 8 points majeurs parmi tant d'autres. Il y en a forcément qui manquent, mais en tout cas ça me semble être l'essentiel. Investir contre la tendance de fond, ça on le voit au jour le jour. Moi je pars du principe qu'il est difficile d'avoir une visibilité supérieure à 24-48 heures sur les marchés, surtout en ce moment. Alors quand je dis en ce moment, c'est vrai qu'il faut recontextualiser, notamment si la vidéo est regardée dans plusieurs mois, plusieurs années. On est donc le 22 août 2017. La volatilité, malgré le fait que nous soyons en pleine trêve estivale, est quand même assez marquée, cette volatilité. Donc c'est vrai que que l'on vienne travailler en day trading ou en scalping, il y a toujours une tendance de fond à bâtir. Alors comment? Généralement, bon, les chartistes diront simplement en regardant l'évolution d'un jour à l'autre des chandeliers japonais. Les analystes plus techniques vont peut-être utiliser des moyennes mobiles pour lisser un petit peu ce comportement des chandeliers et tracer une tendance de fond, qu'elle soit haussière ou baissière, peu importe, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on voit en séance. En général, j'ai le DAX 30 sous les yeux en M5 sur la partie gauche de mon écran, donc sur une petite unité de temps, et on vient distinguer une tendance de fond.
alors déjà présentée le matin, notamment à travers la frontière technique, mais on vient surtout la rappeler sur la partie droite de l'écran avec une représentation du même sous-jacent, le DAX, sur une plus grande unité de temps, de sorte à avoir un petit peu suivi le petit mouvement, par exemple baissier, que l'on a sous les yeux depuis quelques secondes et surtout visible en M5, à un quelconque intérêt, à un mérite ou pas d'être mentionné sur la représentation plus lissée, plus grande, plus importante sur la partie droite de l'écran. Voilà, donc déjà il faut, je pense, quelle que soit son analyse, savoir vis-à-vis du sous-jacent sur lequel on est, bien la tendance. Alors tendance de fond, généralement on va plutôt essayer quand même de la définir par rapport au comportement du même sous-jacent sur les précédentes séances. Est-ce que ça fait 4, 5, 6, 7, 8 jours que nous évoluons fortement en baisse, fortement en hausse sur le 10 sous-jacent, dans quel cas il va peut-être pas être fortement recommandé, loin s'en faut, de chercher à scalper à la hausse par exemple le jour même. Bref, ça n'est jamais évident, mais en tout cas c'est vrai que par rapport à ce que l'on essaie de faire au quotidien, c'est déjà de bel et bien détecter vis-à-vis d'un niveau clé, ce que j'aime bien appeler la frontière technique, et bien un comportement net, c'est-à-dire par exemple en ce moment on travaille beaucoup avec les 12 120 points sur le DAX et en particulier à la hausse au-dessus, surtout depuis ce matin, en cherchant à respecter une tendance de fond. Il y a un proverbe que j'aime bien qui est de ne jamais essayer de nager à contre-courant, sans quoi on va s'épuiser. C'est un petit peu pareil en trading, à vouloir être trop souvent contrarien, et c'est vrai que c'est un comportement qui peut paraître qui est trop fréquent à mon sens, et bien à vouloir systématiquement chercher à acheter sur des plus bas, à vendre sur des plus hauts, et on finit par se convaincre soi-même que ce sont bel et bien des plus hauts et des plus bas qui sont en train de se former sous nos yeux, alors qu'on n'en a absolument pas la garantie. Rien n'est simple en trading, donc mieux vaut plutôt définir, je pense, quitte à utiliser bêtement, ou tout simplement une moyenne mobile pour finir je dirais de s'avertir que nous sommes bien dans une tendance haussière ou une tendance baissière sur une grande unité de temps, par exemple le H1, le D1 ou le weekly, et de ne travailler que dans ce sens-là. Ça n'est jamais simple, mais en tout cas c'est un premier élément. Beaucoup de personnes, à mon sens, essaient d'être absolument contrariens, et ça mène souvent à la casse avec un effet de levier assez important, en particulier sur le CFD. Donc c'est la première chose qui me semble importante à évoquer. Alors le ratio risk-reward, là aussi c'est un point qu'on a beaucoup abordé dans les précédentes vidéos, parce que, encore une fois, ce soir c'est surtout une synthèse. C'est ce qu'on appelle le ratio en français risque-rendement, c'est-à-dire que on l'a encore vu la semaine dernière dans la précédente vidéo, on vient diviser l'amplitude de gain ou le gain attendu exprimé en euros par l'amplitude de perte potentielle vis-à-vis de son stop loss. Donc la littérature boursière veut que sur les actions et sans aucun effet de levier, il faille à minima un risk reward de 2, c'est-à-dire avoir un gain attendu 2 fois supérieur à la perte potentielle. Ce n'est jamais très simple à définir, mais c'est vrai que le mieux pour avoir une opération relativement peu risquée, c'est, quand bien même il y ait un levier, c'est d'être à minima sur 1. On peut avoir quelques exceptions, mais en sachant que ça va du coup être une opération beaucoup plus risquée si on est en dessous de 1, et donc en ajustant un petit peu son volume. C'est quelque chose d'important à définir, parce que si on a un risk reward par exemple systématiquement de 0,1, ça veut dire que nous allons potentiellement avoir, en moyenne, si c'est vraiment un risk reward de 0,1 sur une moyenne de 100 opérations, ça veut dire qu'en moyenne, on était prêt à perdre 10 euros pour en gagner un seul. Donc il faut autant que possible que ce risk reward tende au grand minimum sur 1 pour être tout juste neutre, tout juste à l'équilibre sur une moyenne, sur un échantillon autant que possible conséquent, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'opérations. Le risk reward unitaire n'a par définition de sens que sur le trade considéré, là où le ratio, en l'occurrence, pour faire un travail de backtest, donc un travail véritablement d'analyse de ses propres opérations, là où ça a du sens, et c'est sur l'ensemble d'un échantillon, l'ensemble d'un historique, le plus copieux possible, le plus important possible, évidemment. Donc on est vraiment sur un sujet ici assez important, trop souvent dénigré, c'est-à-dire l'importance déjà, avant même de parler de risk reward, il aurait mieux fallu déjà commencer par le stop loss, parce que une opération doit systématiquement, vous le savez, comporter un stop loss. Ce n'est pas tout de définir un point d'entrée, un take profit. Il faut quand même savoir également quelle est la perte maximale attendue, que ce soit vis-à-vis de considérations techniques. Par exemple, on cherche à se reposer derrière un support pour définir son stop loss, mais il faut aussi avoir en tête cette notion de risk reward. C'est pas tout d'avoir un support lointain qui est censé nous protéger vis-à-vis d'une opération qui doit rapporter 5 points. Si c'est pour avoir un stop loss sur le DAX à 800 points, ça n'a aucun sens. Donc ça n'est jamais simple. Tout ça est par écrit, tout ça est a posteriori, c'est toujours très simple de faire des leçons comme ça.
mais c'est surtout réalisé de manière empirique par rapport, je pense, hein, en tout cas à ce que l'on voit au jour le jour concrètement en live trading, donc on peut pas être plus au fait du marché, hein, sur le terrain, on va dire. Donc c'est une sorte de synthèse évidemment. En tout cas, c'est indispensable, clairement, hein, d'avoir le stop loss. Autant il peut y avoir débat sur le risk reward, le niveau exact à avoir, je pense qu'il n'y aura jamais deux personnes d'accord là-dessus. Autant sur le stop loss, là, on est obligé d'avoir un consensus totalement unanime sur l'importance de l'avoir. Si quelqu'un vous dit qu'il traite son stop loss, bon, je pense que c'est à fuir en courant. Je vois pas comment on peut couper une perte, surtout en particulier sur les indices quand il y a le risque de gap d'ouverture à 8 heures du matin. Comment définir un niveau de clôture sans stop loss et avec le risque de gap d'ouverture si en plus on reste en overnight? C'est excessivement complexe pour pas dire impossible. Donc là il faut un consensus unanime sur ce troisième point, réellement. Autant sur le deuxième, c'est vrai que le niveau exact de risk reward, ça va beaucoup dépendre de l'horizon d'investissement, du comportement agressif ou conservateur sur les marchés du trader, mais sur le troisième point, c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose, là aussi, hein, au quotidien à pratiquer, même si c'est jamais plaisant d'imaginer en amont ce que l'on est prêt à perdre, parce que ça revient à dire que l'on est prêt à se tromper, personne n'aime se tromper par définition. Donc là aussi, petite synthèse, mais indispensable à rappeler. Quatrième point, évidemment, le fait de n'avoir aucune stratégie particulière. Alors dit comme ça peut paraître bête, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font typiquement la martingale, hein. Comme il y a eu éternellement des gens qui ont essayé de définir la martingale au casino, à la roulette. Si vous n'avez pas des fonds illimités, cette théorie ne peut pas fonctionner. Donc autant dire que dans l'absolu ça marche, mais dans la vie pratique, à moins d'avoir des capitaux illimités, c'est complètement impossible. Ce que j'entends par martingale, c'est le principe de dire j'ai perdu 1 euro, donc je vais en investir 2 pour essayer de me refaire, à la fois pour couvrir la perte précédente, 1 euro, et en même temps pour chercher à générer un petit gain. Je viens de perdre 2 euros. Donc cette fois-ci, j'en ai perdu 3. 1 euro initialement, puis les 2 euros réinvestis. Donc je vais doubler capital. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. etc., etc. Bon, on est là dans des séries hautement probables en trading d'avoir 7, 8, 10 fois tort consécutivement. C'est tout à fait possible. Donc ça fait partie de l'absence de stratégie. La martingale est tout sauf une stratégie. Je prends cet exemple-là, il y en a plein d'autres. Beaucoup de personnes vont considérer que le simple fait de suivre une moyenne mobile est une stratégie. C'est très discutable. Ce que j'entends par stratégie idéalement, c'est avoir le mix entre aspect technique, c'est-à-dire l'utilisation des supports, des résistances, là on n'est plus sur le chartisme, pourquoi pas quelques indicateurs techniques, et en parallèle l'aspect fondamental. La macroéconomie, donc l'étude au niveau des chiffres qui sont publiés sur le calendrier économique, des grands chiffres de l'inflation, de l'emploi, du taux de croissance évidemment de tel ou tel pays qui est censé évidemment avoir un impact quand même sur le sous-jacent que l'on traite, typiquement les chiffres de la zone euro et les chiffres de l'Allemagne pour le DAX ou pour tout simplement euro-USD, plus précisément pour l'euro. Microéconomique, donc cette fois-ci on va dire plutôt le comportement, c'est vulgairement dit, mais on va dire globalement surtout celui des entreprises, les publications trimestrielles des grands groupes. Voilà, donc là on commence à avoir quelque chose d'un petit peu intéressant. Je le synthétise en 2 mots évidemment, il y a 41 vidéos de formation, chacune fait pratiquement 3 quarts d'heure, 1 heure sur la question. Je sais bien que c'est pas en quelque sorte que je vais le résumer, mais même si ce quatrième point comme ça a l'air bête et méchant, évidemment il faut éviter de ne pas avoir de stratégie, d'accord, mais enfin c'est quand même très fréquent, je vous l'assure. C'est-à-dire que beaucoup de gens partent du principe que la martingale est une stratégie, encore une fois. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, dans les mauvais exemples, hein, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a comme mauvais exemple aussi? Le fait de chercher à tout prix à combler les gaps, tiens, ça je l'entends souvent. Je ne sais pas d'où vient cette légende, mais selon laquelle les gaps seraient systématiquement comblés. Vous prenez le DAX, l'évolution de l'indice allemand par exemple. Lorsqu'il valait 5-6 000 points, vous zoomez dessus sur une toute petite unité de temps, par exemple le M1 ou le M5, vous allez voir qu'il y a plein de gaps aux alentours de 5-6 000 points qui n'ont jamais été comblés. Je ne sais pas pourquoi il y a cette légende urbaine qui voudrait que les gaps boursiers soient systématiquement comblés. C'est totalement faux. Moi je m'en méfie comme de la peste, j'en entends beaucoup parler chaque semaine, mais du coup, quand on voit qu'un gap commence à être comblé à 1 tiers, beaucoup se disent que les 2 tiers restants vont systématiquement être couverts, être comblés dans les minutes, dans les heures qui vont suivre. Rien ne permet de le garantir. Pour une raison bête et méchante, on aurait le métier le plus simple du monde dans ce cas-là. Il suffirait, même pas manuellement, mais de manière assez automatique, ce serait assez simple à faire, de considérer, de détecter un gap et de voir, une fois qu'1 tiers de celui-ci est comblé, eh bien qu'il suffit de mettre son take profit
un petit peu au-dessus, par exemple, si c'est un gap haussier que l'on vient combler à la baisse, et bien un petit peu au-dessus du 100% de complément, c'est-à-dire qu'on viendrait chercher par exemple 90% de complément ou 85% si on veut être absolument certain, entre guillemets, dans cette pseudo-règle, d'avoir systématiquement raison. C'est pas une stratégie ça, ce serait beaucoup trop simple, faire, c'est clairement pas le cas. Il y a plein d'exemples comme ça, ce sont les deux plus frappants qui me viennent en tête, mais ça ne fait pas partie des, je pense, en tout cas des choses viables en termes de stratégie. Pas du gain, là aussi c'est très simple à dire, mais décaler son take profit une fois que l'on a couvert peut-être un tiers ou la moitié de l'amplitude initialement définie. Par exemple, je suis rentré à 12 000 points sur le DAX, je suis aussi jusqu'à 12 050. Je me retrouve à 12 040, 80% de l'amplitude attendue, les 40 points sur 50 ont donc été à terre. Je me dis, bah tiens, après tout, pourquoi je ne décalerais pas maintenant à 12 100? Ça peut être très tentant, c'est toujours simple. De toute façon, on n'est jamais content, hein. Il faut être clair là-dessus. Quand on a perdu, on a trop perdu. Quand on a gagné, on n'a jamais assez gagné. Donc l'appât du gain fait évidemment partie des aspects psychologiques, qui est évidemment lié à l'excès de confiance. J'ai gagné un trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades consécutifs. Je vais me dire, je suis dans une bonne journée, ce qui ne veut absolument rien dire d'ailleurs. Donc je vais continuer, c'est-à-dire dépasser ces objectifs que l'on a vus dans les autres vidéos, objectifs définis à la journée, à la séance, autrement dit, à la semaine, au mois, à l'année. Une fois que l'objectif de gain ou de perte est à terme, on est censé littéralement, même si ça fait mal, sortir du marché. Donc ça c'est pour l'excès de confiance, c'est-à-dire se dire bah, j'ai déjà fait mon objectif quotidien alors qu'il n'est que 9 heures du matin, là normalement je suis censé sortir du marché et ne plus rien faire. L'excès de confiance va être de se dire bah voilà, comme c'est assez clair je pense, c'est de se dire bah, je vais continuer jusqu'à ce que la tendance justement favorable à l'investisseur se retourne complètement contre lui. On connaît la puissance de l'effet de levier sur le CFD, donc c'est clairement quelque chose de redoutable d'être dans une euphorie, un excès de confiance. À l'inverse, animal blessé, ça va être exactement l'inverse, c'est de ne pas respecter ses objectifs de perte. Là aussi, quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel. Et de se dire, bah, un peu à l'image de la martingale que l'on vient de rappeler il y a quelques secondes, eh bien, je viens de perdre par exemple 2% de mon capital, bah, je vais essayer de me refaire en investissant sur tel trade. Le problème c'est que ben, on risque d'aggraver encore plus la situation initiale. Alors je dis ça, je fais clairement ces erreurs-là. De toute façon, je pense qu'on n'est jamais à l'abri et on peut jamais se dire qu'on est complètement à l'abri de ne pas les reproduire. Ça n'est jamais simple, hein, encore une fois. Moi, je dis que ce sont des problèmes sur lesquels certainement il faut travailler éternellement. Peut-être qu'il y a des personnalités, des traders qui vont avoir tendance à résoudre définitivement une question assez vite, plusieurs questions assez vite par rapport à d'autres. Donc ce sont des règles, on va dire, un peu générales, hein. En tout cas des questions auxquelles on est tous confrontés, même si les réponses individuelles vont évidemment être très différentes de l'un à l'autre, mais que faire face au sentiment d'animal blessé ou d'excès de confiance? C'est les gens qui vont parfaitement respecter leur plan de trading par rapport aux objectifs de gain et de perte, et donc ils ne seront pas vraiment confrontés à ça. D'autres, et moi je sais que j'en fais partie par exemple, qui vont être plus susceptibles de tomber dans cet excès de confiance ou dans le sentiment d'animal blessé, qui est un vrai terme d'ailleurs, je ne l'invente pas, hein, le sentiment d'animal blessé en psychologie, trading en tout cas. Donc voilà, ça n'est jamais simple. Moi je sais que par exemple, je mets mes stops, mais je peux être confronté à l'excès de confiance ou à l'animal blessé. Vous voyez, il y a d'autres personnes, ça va être l'inverse peut-être. Aucune stratégie particulière, ça par exemple, je pense pas y être soumis, mais parfois j'ai des risques-reward faibles. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a des points où je me sens pas à titre personnel, où je me sens plus forcément concerné, mais d'autres clairement. Je pense que j'y serai éternellement confronté, même si voilà. D'autres personnes, ça va être exactement l'inverse. Bon, peut-être pas dans le cas de la stratégie, mais au moins dans le cas, disons, du premier point, l'investissement contre la tendance de fond. Il y a de très bons traders qui sont contrariens. Des gens exceptionnels qui arrivent à être vraiment gagnants en étant contrariants. Moi, ça, je ne sais pas faire, par exemple. Dans quel cas, là, voilà, on va avoir deux réponses différentes à la même question. Pas de maîtrise du sous-jacent. Là, c'est peut-être l'occasion, d'ailleurs, de passer sur Excitation 5 pour un petit rappel rapide. Ce que j'appelle la maîtrise du sous-jacent. C'est pas tellement sur l'aspect technique, l'utilisation des outils d'analyse technique, les indicateurs et les oscillateurs. Ça va être vraiment les grandes caractéristiques du sous-jacent. Les horaires de trading, la valeur du point ou du pip selon le volume et l'effet de levier. Alors, pourquoi c'est l'un des rares points sur lesquels on peut passer sur Excitation? On va prendre tout simplement le compte du live trading. Il ne faut pas oublier que contrairement à MetaTrader 4, sur Excitation, et en particulier Excitation 5, quel que soit le sous-jacent,
à côté de son intitulé, de son nom. Ça peut être sous l'onglet favoris, ça peut être sous l'onglet Market Watch, ça revient à la même chose. Vous avez ce petit bouton, le I, entouré d'un cercle gris. Quand vous laissez le curseur dessus, vous avez l'information sur l'instrument. Je pense que c'est trop peu utilisé là aussi, parce que autant dans la plupart des indices, comme notamment le DAX 30, intuitivement, à force d'en parler au jour le jour, on connaît les horaires d'ouverture et de fermeture, 8h, 22h, par rapport aux pré-cotations et la fermeture de Wall Street. Bon, on voit également la taille minimale de position par rapport au type de compte, sont les premiers éléments de réponse. Mais c'est pas forcément intuitif sur toutes les classes d'actifs. Par exemple, le café. Le café, même si on le traite au jour le jour en live trading, il faut quand même le savoir que ça ouvre à 10h15 et que le marché se referme à 19h30. Il y a plein de petites subtilités comme ça. Ça va être très différent évidemment d'un sous-jacent à l'autre. Tiens, le VIX. Le VIX, ça va être 15h35, 22h15. C'est pas intuitif par rapport à la clôture à 22h de Wall Street. Bon, c'est le premier élément de réponse déjà pour accéder aux horaires. La deuxième chose, évidemment, la valeur au point vis-à-vis de son volume. Bon, je vais prendre un volume, enfin, je ne vais pas ouvrir l'opération, je ne fais que le simuler au niveau du ticket d'ordre. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à simuler tous les contextes, tous les scénarios qui peuvent nous intéresser au niveau du ticket d'ordre et pour profiter de la calculatrice intégrée, sans valider, évidemment, l'opération définitivement. Pour un volume de 0,15 lots, on me dit que mon spread va être de 76 € sur le VIX, que la valeur du contrat, autrement dit le nominal, est un peu inférieur à 8 000 €, la marge va être à 235,60. Si je divise le nominal, valeur du contrat par la marge, j'ai le levier. Dans le cas du DAX, par exemple, pour reprendre un petit peu ce que l'on a sous les yeux, puisque l'on voit surtout au jour le jour en séance de live trading, je vais prendre un ticket là aussi. La valeur, alors je suis sur un compte variable, enfin un compte standard, où le spread est variable justement. Généralement, le spread du DAX, il oscille autour d'un point, ce qui est le cas ici. On dit un pip, alors c'est un point plutôt pour dire correctement. À raison de 0,25 lots, qui est l'opération un petit pic de scalping que je prends en termes de volume en séance par rapport à ce capital-là, de 28 000 € actuellement, ça représente 6,25 € de spread sur ce volume-là. Évidemment, si je passe à 0,50, je double le spread, c'est toujours proportionnel. Même son de cloche pour la valeur du contrat, elle va être proportionnelle au niveau de volume. Là, elle est à 150 000, si je divise par 5 au travers d'un volume de 0,10, je vais tomber à 30 000. La marge également. Voilà, donc là, pour une opération de 0,10 lots, on me dit qu'une variation d'un point représente 2,50 €. C'est-à-dire que c'est 2,50 € de plus ou de moins-value latente, respectivement si je suis dans le bon sens de tendance ou dans le mauvais. Je pense que c'est intuitif pour tout le monde. Voilà. Dans le cas des indices, pas de commission appliquée, donc évidemment ça apparaît à 0, la colonne un petit peu intermédiaire. Même son de cloche pour le swap. Voilà. Donc ce sont des petits rappels à ce niveau-là au niveau du ticket d'ordre, l'essentiel ayant été dit évidemment au travers de PowerPoint. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Merci à tous pour votre présence, votre fidélité. On se donne rendez-vous naturellement dans les autres vidéos de formation. À bientôt.